Alors, on arrive au terme de cette journée, mais on continue demain, bien sûr. Alors, les ateliers ont, semble-t-il, été très fructueux, on s'en réjouit. Pour conclure cette demi-journée sur la citoyenneté, j'ai le plaisir d'accueillir Hugues Vidor, le président de l'UDES, Rémi Bourdelle. Alors, Hugues est venu avec ses fades, c'est formidable. Rémi Bourdelle, alors qui remplace au pied levé, on le remercie, Jérôme Morin. Luc, vous êtes le secrétaire national du pôle culture, animation, édition de la fédération F3C-CFDT. Et puis Simon Cotin-Marx. Simon, vous êtes sociologue, enseignant-chercheur à l'université de Cergy. Et mon cher Simon, c'est avec vous qu'on va commencer, si vous le voulez bien, puisqu'on est sur cette demi-journée sur l'enjeu démocratique. Finalement, on peut s'interroger sur à la fois la définition de cet enjeu démocratique et pourquoi peut-être la démocratie n'est pas une évidence dans les structures. Moi, je crois que la démocratie, c'est une évidence nulle part. Mais oui, donc je suis sociologue du monde associatif et c'est vrai que je me pose cette question, c'est comment on fait pour que nos structures, les structures de l'ESS, les structures associatives, fassent vivre leurs valeurs, et notamment la question de la démocratie. Et du coup, il y a plusieurs questions, je pense qu'il faut se poser pour y répondre. Et la première, c'est quel est le périmètre de la démocratie ? Je ne sais pas, vous vous rappelez tous certainement de vos cours d'histoire à l'école, au lycée, quand on parlait d'Athènes. Athènes, première démocratie d'Europe, première démocratie occidentale. Ouais. Et sauf que ce qu'on n'apprenait pas, ou ce qu'on disait trop peu finalement, c'est que juste une toute petite partie de la population était citoyen dans la cité. Les femmes étaient exclues de la citoyenneté, j'ai presque envie de dire évidemment, mais malheureusement, mais c'était aussi le cas des esclaves, des étrangers, et finalement il y avait environ seulement 10% de la population qui était citoyen, qui avait la citoyenneté, qui pouvait décider, qui participait au débat. Et en fait, si on transpose cette question là, du périmètre de la démocratie à l'entreprise, en fait, ça fonctionne bien aussi parce que qui est membre finalement de l'entreprise, qui a des droits dans l'entreprise, et c'est pas tous les gens qui y travaillent. Évidemment, il y a les salariés, ceux qui sont en CDI, qui en général ont le droit de voter aux élections professionnelles, etc. Sauf que ce n'est pas le cas des gens qui sont en contrat à durée déterminée. Ce n'est pas le cas non plus des gens qui sont récemment arrivés. Et ce n'est pas le cas non plus des stagiaires, des services civiques. Voilà, et qui aussi travaillent et font tourner les entreprises de l'ESS. Voilà. Donc c'est la première question, c'est se questionner sur ce périmètre. En fait, qui est citoyen potentiellement dans l'entreprise, qui ne l'est pas. Et quand on y réfléchit à cette question, beaucoup de gens, on se rend compte qu'en sont exclus. Après, deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est qu'est-ce que la démocratie ? Alors, je sais pas, peut-être que, pareil, quand on parle de démocratie, on pense à Abraham Lincoln, qui dit la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ok, une fois qu'on a dit ça, c'est des beaux mots, mais comment on fait ? Alors, la République, notamment, a créé des institutions. Dans les entreprises aussi, on a créé des institutions pour faire vivre la démocratie, notamment le CSE. Sauf que, voilà, c'est assez insatisfaisant de se dire, ça suffit pas en fait de créer des institutions. Voilà, on voit bien, les gens ne votent pas. Alors du coup, il y a un philosophe pragmatique américain que j'aime bien, qui s'appelle John Dewey, qui propose une définition de la démocratie. Et pour lui, la démocratie, c'est pas simplement voter. Une organisation qui est réellement démocratique, selon Dewey, c'est quand les individus participent, et choisissent en fait les conditions de travail et les objectifs de leur entreprise. C'est ça la démocratie. Pour lui, c'est une pratique. C'est une pratique au quotidien. Voilà, donc on est bien loin de la démocratie représentative où on vote une fois tous les 5 ans ou un peu plus. Voilà, pour Dewey, c'est ça, c'est participer, choisir comment on travaille et ce qu'on doit faire, quels sont les objectifs. Alors ça parle au champ de l'éducation populaire. Il y a quand même une proximité, j'oserais dire, intellectuelle dans la conception. Et en préparant ensemble, vous m'expliquiez que des chercheurs avaient démontré que les fondamentaux, une construction démocratique, ne conduisaient pas à une pérennité évidente, ou autre façon de le dire, la dérive est une chose naturelle, si on y prend garde. Alors, je ne sais pas si on peut parler de dérive, mais en tout cas, c'est vrai que la démocratie, c'est un bel objectif. Voilà, de se dire, mais alors pourquoi on ne voit pas plus d'organisations démocratiques ?
J'imagine que vous avez tous été confrontés aux difficultés à faire vivre la démocratie au quotidien. On peut avoir ces valeurs-là et pas réussir à les faire vivre. Alors, du coup, les sciences sociales se sont penchées sur cette question. C'est une vieille question et il y a même alors, je suis mon sociologue de service. Je vous cite plein d'auteurs. Ça nous va bien. Ok. Et du coup, là, celui-là, il a plus de 100 ans. Il est italien, mais il a travaillé essentiellement en Allemagne. Il s'appelle Roberto Michels. Et en fait, il a écrit une loi. Lui, il a étudié les partis politiques en Allemagne. Il a écrit une loi qui s'appelle la loi d'airain de l'oligarchie. Alors, l'airain, c'est le bronze. Et l'oligarchie, vous voyez ce que c'est? C'est un petit groupe de personnes qui décident de tout. Et ce qu'il a démontré, Roberto Michels, c'est que toutes les organisations démocratiques sont vouées à voir se constituer une oligarchie, c'est-à-dire un petit groupe de personnes qui vont décider de tout. Voilà. Donc comme quoi, il est assez pessimiste comme garçon. Et il y a d'autres chercheurs, du coup, plus récent, qui s'appelle Albert Meister, qui a étudié un petit peu comment ça se passait, tout ça. Pourquoi on arrive à cette dérive-là, cette oligarchie. Et lui, il a écrit une autre loi sociale, c'est pas du tout une loi naturelle, c'est une loi sociale, et il parle de dégénérescence des organisations démocratiques. Voilà, c'est pas un très beau terme, mais en gros, il explique c'est qu'au début, on a des organisations, en général, quand elles se créent, il y a l'enthousiasme, les gens sont égaux, ils portent le projet, ils l'écrivent ensemble, ils pensent l'organisation du travail ensemble, les objectifs au quotidien. Voilà. Là, on est dans une organisation réellement démocratique. Sauf qu'avec le temps, en fait, on retrouve des travers, des glissements. Il n'y a aucun jugement moral là-dessus. C'est que on va commencer à avoir une spécialisation des tâches, une division du travail qui va se mettre en œuvre. Aussi, il va y avoir la pression de l'environnement, des financeurs ou du marché, qui va peser sur l'organisation. Et petit à petit, lui, ce qu'il raconte aussi, c'est que y a un glissement, les structures se transforment, et petit à petit, encore une fois, l'oligarchie apparaît. Voilà. Donc du coup, je ne pense pas que ce soit une fatalité. Non, alors c'est intéressant de le comprendre, et on parlait de dérive, c'est un mouvement naturel qui conduit à s'écarter d'une trajectoire. En prendre conscience, c'est aussi le meilleur, et l'intégrer, c'est aussi le meilleur moyen peut-être de se protéger. Comment est-ce qu'on redonne une impulsion démocratique? Comment est-ce qu'on sort de cette spirale? Ouais, alors donc ça fait quand même un petit moment que des gens cherchent des solutions à ce problème. Déjà en prendre conscience, c'est un premier pas, parce que se dire que finalement un petit groupe de personnes se mettent à décider de tout, finalement c'est le glissement naturel d'une organisation. Alors comment faire? Quel contre-feu en fait on peut mettre en œuvre pour lutter contre ça? Alors déjà, les structures sont inégalement armées, parce que déjà quand on parle du secteur de l'éducation populaire, de l'animation. C'est vrai que déjà, qui sont les employeurs? On a des organisations qui sont spécifiques, comme le dit très bien d'ailleurs Exopé. On a des employeurs qui sont des bénévoles, in fine, c'est les gens qui sont au bureau de l'association et qui sont d'abord là pour le projet, pour porter des valeurs, et pas pour être des employeurs. Pas pour... de fait, ils sont employeurs, de fait, ils sont responsables de l'organisation du travail, de la vie démocratique aussi de l'organisation, mais c'est pas ça qui les motive. Donc on n'a pas des employeurs qui sont motivés à tout ça, à apporter tout ça, et aussi on a des gens aussi qui sont pas évidemment formés à être employeurs, à faire vivre la démocratie, et du coup c'est là toute l'utilité des syndicats employeurs d'ailleurs, c'est donner des outils, des guides, former, partager les pratiques pour pouvoir faire vivre, donner des impulsions, on va dire, démocratiques aux structures. Alors, où est-ce que je veux en venir? Oui, donc les structures ne sont pas forcément les mieux armées. Et d'ailleurs, pour citer Henri Borentin, qui est dans la salle, il me semble, que j'ai rencontré il y a 2 ans, avec qui j'ai fait un entretien, il expliquait en plus que parler d'organisation du travail, de son organisation démocratique, ça va, 5 minutes à la fin du conseil d'administration. C'est ça, grosso modo? Ouais, vous n'avez pas changé d'avis? Bon. Voilà. Donc du coup, en fait, c'est ces questions, en fait, qui est comment on associe les salariés, comment on les aide, comment on fait pour qu'ils décident de leurs conditions de travail, comment on fait pour qu'ils participent à définir les objectifs. En fait, c'est des choses qui sont très peu pensées dans les organisations parce que ça ennuie tout le monde. On préfère évidemment parler des usagers, des gens qui bénéficient des actions du projet. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut avoir des espaces pour discuter du travail, des espaces consacrés à ça. Donc il faut savoir investir du temps, une fois qu'on a pris conscience, pour se protéger, pour questionner le sujet.
Si on regarde les contraintes qui pèsent sur l'ESS, je pense à sa gouvernance, au mode de financement, comment est-ce que dans ce contexte, parce qu'on a vu dans les lois, la deuxième que vous décriviez, elle interagit avec un écosystème, avec un environnement, la structure au départ démocratique, comment est-ce qu'on peut construire des organisations démocratiques, y compris dans le travail et on a vu combien c'était pas naturel de s'y maintenir, de se... Ouais, c'est très difficile puisque, comme vous le savez très bien, c'est que c'est des organisations, l'ESS en général, qui sont énormément dépendantes des financements publics qui sont clairement insuffisants. C'est-à-dire que c'est sûr que quand on n'a pas les moyens de payer correctement l'ensemble de ses salariés, c'est pas des conditions qui sont favorables pour créer de la démocratie en interne. D'autant plus qu'en plus il y a des contraintes qui sont parfois réglementaires, voilà, qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire qu'on veut un directeur, on veut des référents sur différents, voilà, pour que les règles soient respectées, on veut des gens qui aient des métiers spécialisés aussi pour rendre des comptes, évaluer, voilà. Donc on a énormément de contraintes externes. Malgré tout, j'avoue, moi je suis allé voir des associations qui essayent, voilà, de faire vivre la démocratie en interne. Alors je dis pas, c'est un énorme effort. C'est-à-dire que c'est une préoccupation de tous les instants. Et quand je les vois, je vois des collectifs de travailleurs et de bénévoles, voilà, qui prennent plusieurs temps, voilà, qui créent des moments en fait, pour discuter du travail. Donc ils distinguent bien certains moments, par exemple, parler du projet en tant que tel, parler de la gestion, aussi, et après ils se réservent aussi des moments pour parler, voilà, de leur métier, de leur pratique, et malheureusement c'est encore assez rare, et qui prennent aussi du temps pour, une fois par an, voilà, pour discuter de l'organisation du travail. J'ai vu aussi d'autres structures qui se disent, qui chaque année en assemblée générale aussi donnent un temps de parole aux salariés pour discuter de cette organisation du travail, de comment ils peuvent y prendre part de ce qui ne va pas. Et encore une fois, j'ai aussi vu des structures parce qu'en fait, le problème là-dedans, c'est le temps. En fait, il faut du temps en fait pour réfléchir à l'organisation du travail, pour que les salariés participent. Et par exemple, il y a un petit réseau d'associations, les FADEAR, qui est un réseau d'associations de promotion de l'agriculture paysanne, qui chaque année, pendant une journée entière, les salariés, indépendamment des syndicats de salariés, se retrouvent pour discuter du travail, encore une fois, de leurs conditions et de leurs objectifs, de leur métier. Voilà, une journée entière, sans chef, voilà, de manière aussi horizontale. Parce que ça aussi, c'est un élément important. C'est que pour avoir une organisation démocratique, et que les salariés y prennent part, en fait, il faut aussi qu'ils puissent s'organiser entre eux. Voilà. Et du coup, d'où le rôle aussi des organisations syndicales de salariés, évidemment. Donc il s'agit à la fois de l'engagement initial et puis du temps sanctuarisé, de l'énergie, je vais vous emprunter votre micro, Simon, pour rester fidèle à cet engagement ou cette volonté, l'impulsion initiale. Hugues Widor, l'UDES a lancé, alors je crois que c'était fin 2021, un appel pas tout à fait anodin, c'est l'appel des employeurs engagés. On parle d'engagement qui concerne évidemment tout l'ESS. On peut peut-être situer à la fois l'objet, le contenu de cet appel. Être employeur nous oblige, être employeur de l'économie sociale et solidaire nous engage. Ça, c'est la formule choc, bandeau de notre démarche sur les employeurs engagés. Et du coup, effectivement, le constat, il est parti d'un certain nombre d'analyses qu'on a pu faire. La première, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, je reprends les mots, statut ne vaut pas vertu. Et dans l'économie sociale et solidaire, on fait partie d'un écosystème, des relations avec les financeurs, par exemple, d'injonctions contradictoires. On a parlé, et ce matin, il a été fait écho des difficultés de rémunération dans un certain nombre de secteurs. Et j'en sais quelque chose puisque je suis issu de la branche de l'aide et du soin à domicile où nous avons réussi à faire bouger les lignes avec une augmentation de 15% de la rémunération qui aujourd'hui déjà est rattrapée par l'inflation, mais parce qu'on a pu le faire en lien avec les organisations syndicales. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'important. C'est le fait de travailler en convergence et d'avoir des formes de mobilisation qui soient partagées avec les différentes forces, les forces entrepreneuriales et puis les forces syndicales. Parce que dans le lien que nous avons avec les pouvoirs publics, dès lors qu'on est sous agrément, il y a cette nécessité.
Donc on n'est pas hors sol quand on dit on veut s'engager pour que l'entreprise de l'économie sociale ne fasse pas qu'afficher des vertus, mais les vive. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a travaillé sur ce projet, parce qu'on a bien vu que d'ailleurs les autres entreprises du milieu capitalistique s'étaient emparées de ces questions. La loi Pacte, la RSE, la vogue autour des entreprises à mission, qui fait qu'il y a une forme de coloration, de discours autour d'un marketing, mais peut-être aussi sans être condescendant, qui peut être véritable en termes de véritable engagement, en termes de responsabilité sociale et environnementalité illogique d'une certaine manière. Que l'UDES, seule organisation patronale multiprofessionnelle de l'économie sociale, ne s'engage pas dans cette dynamique. L'autre point, c'est aussi la question de la relation avec les financeurs. De plus en plus, les financeurs aujourd'hui, c'est un constat assez partagé, demandent d'avoir un retour sur investissement. C'est-à-dire, vous avez un conseil départemental, une région, une collectivité territoriale, et en termes de survie même, et de pérennité de la structure, puisqu'on est dans un domaine aussi où on a besoin d'être financé, eh bien, il faut faire la preuve auprès de son financeur de l'effectivité de son action, et c'est utile de le faire. Enfin, on a eu de cesse, collectivement, au niveau du conseil d'administration, d'avoir un projet stratégique qui fixe le cap pour les 3 ans qui viennent. Dans le cadre de ce projet stratégique, on a rencontré un certain nombre de partenaires, d'acteurs. On a rencontré Laurent Berger, que tout le monde connaît ici. On a rencontré Myriam El Khomri, que tout le monde connaît aussi. Et également Jean Viard. Et ces 3 partenaires nous ont dit, mais oui, vous faites un boulot formidable. C'est ce que disait un petit peu Benoît Hamon tout à l'heure, en disant, vous faites un boulot formidable, mais il faut le faire savoir. C'est-à-dire qu'il faut que le faire savoir à la fois à l'externe, donc occuper un certain nombre de positions, influer notre écosystème et notre environnement. C'est d'ailleurs pour ça, on parlait du CNR tout à l'heure, que l'UDES participe au CNR en tant qu'employeur de l'économie sociale pour influer le débat. Et je dis au passage qu'on a réussi avec d'autres forces qui représentaient le monde social, le monde de la mutualité, le monde associatif, à faire qu'il y ait des inflexions dans ce CNR qui, au début, était voulu par le président de la République comme relativement descendant. Et on a mis sur la table 3 sujets qui sont quand même pour nous assez importants. C'est la question des mutations des modèles productifs et des modèles de dialogue social, ce qui est pas rien. La question de la jeunesse, qui a été un peu un oublié de l'affaire et donc de la remettre au cœur des enjeux. La question du logement et des inégalités sociales. Donc c'est important que nous participions à ce genre d'instance, parce que, justement, il faut qu'on fasse évoluer les choses en étant partie prenante et en étant acteur. Et donc, pour l'appel des employeurs engagés, on a, fort de ce constat, voulu vérifier aussi auprès de l'ensemble des employeurs, et on a fait une enquête auprès de 700 employeurs, qui a montré qu'il y avait une forme de partage, de vision commune autour du rôle des entreprises de l'économie sociale, qui avait un regard par rapport au dialogue social, qui avait un regard par rapport aussi au fait qu'elle était très attentive aux bénéficiaires, sans aucune sélectivité. Je vais prendre un exemple que je connais aussi un petit peu, c'est les centres de santé infirmiers. Les centres de santé infirmiers qui sont un collectif d'infirmières dans le cadre d'une association, donc avec une direction, une présidence, une gouvernance d'un conseil d'administration, vont sur l'ensemble des territoires, mais ne procèdent pas de sélection du patient, ce qui n'est pas exactement la même chose qu'une infirmière libérale. C'est juste un exemple. Et quand on regarde la question des parties prenantes associées au projet, on considère que c'est une vertu, une spécificité, un marqueur de l'identité de l'ESS. On l'a vu tout à l'heure avec Fatima Belarej, on l'a vu on le sait avec le monde mutualiste, on le connaît aussi dans le monde associatif, pas partout, mais on le connaît dans un certain nombre d'endroits où il y a un collège, par exemple, des salariés qui participent au projet de la structure. Donc, fort de ce constat, validé par une enquête, on est parti sur cet engagement
avec un principe qui est de dire, en fait, par comparaison, il y a l'employabilité pour les salariés. Alors c'est un mot un peu compliqué, mais c'est l'employeurabilité, c'est-à-dire de dire il faut aussi regarder du côté de l'employeur qu'est-ce qui fait son attractivité, comment est-ce qu'elle est organisée, la qualité de vie au travail, le mode de sélection, la question de la formation professionnelle. Et on a repris ces 5 grands chapitres autour du sens au travail, de la qualité de vie au travail, avec un exemple, c'est la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Je vais prendre là aussi un exemple, c'est la problématique autour des aidants, avec une question que je vais poser d'ailleurs. C'est pour vous, quel est l'âge moyen des aidants en France ? Je pense que c'est plutôt que ce qu'on imagine. C'est-à-dire moins de 40 ans. Dites un chiffre. Moins de 40 ans. Je pense qu'on est à moins de 40 ans. C'est 36 ans. Ouais. Voilà. 36 ans. Donc, ce qui veut dire que l'âge moyen des aidants en France, ça concerne, donc la question des aidants, elle concerne toutes les entreprises. Ouais. Et savez-vous combien d'aidants le déclarent à leur entreprise ? Je pense que c'est très faible, je ne sais pas vous, mais... Eh bien, c'est 26%. Ouais. Donc, il y a tout un climat, finalement, pour indiquer de quelle manière on prend en compte cette question. Ça ne veut pas dire que les employeurs sont contre. Ça ne veut pas dire que c'est pas... Sauf que, pour l'instant, ce n'est pas identifié. Donc, quand on prend la question de la qualité de vie au travail, il faut déjà qu'on identifie les endroits où on peut avoir un effet levier. Il y a d'autres endroits, il y a d'autres questions qui sont plus faciles, sur la conciliation vie familiale, vie professionnelle, avec les horaires, avec le fait du travail du samedi et autres. Mais là, on voit qu'on a un certain nombre de leviers. Donc, on prend des engagements dans ce domaine. On prend des engagements sur la promotion en termes de formation professionnelle, avec là aussi je vais donner quand même un chiffre qui est intéressant, c'est que l'ensemble des branches de l'économie sociale cotisent plus fort que le minimum légal. Donc ça, sur la formation, sur la formation professionnelle. C'est la contribution conventionnelle. La contribution conventionnelle. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ça prouve qu'il y a une intention qui est portée. Alors ça ne veut pas dire que c'est encore parfait. Ça veut dire qu'il y a une intention, mais ça veut dire qu'on peut le décliner aussi dans les entreprises. Ouais. De la même manière au niveau du dialogue social, de la même manière au niveau de la démocratie dans l'entreprise, et de la même manière enfin sur l'accompagnement des structures à la mutation écologique. Et là-dessus, avec toute une série d'items et avec toute une série d'engagements pour faire que on passe d'une situation et d'une photographie à un moment donné, un moment T, en disant voilà la situation dans mon entreprise, et à partir de l'ensemble de ces critères, on peut prendre une photo, et puis de se dire comment est-ce que je vais progresser pour amener finalement l'ensemble des collaborateurs, l'ensemble des gouvernants, l'ensemble des partenaires à un autre niveau. Et donc quel engagement je prends pour aller dans cette direction. C'est le sens de l'appel que nous avons lancé. Et je voudrais là témoigner de quelque chose d'important. Vous parliez de la nécessité d'être en convergence, du fait que cet appel n'a pas été juste un plaidoyer pro domo UDES, mais que c'est approprié, que c'est un plaidoyer qui a été signé à l'unanimité des syndicats et groupements de l'économie sociale, c'est-à-dire des employeurs de l'économie sociale, de 22 syndicats et groupements. Et avec l'idée, on part d'une situation B ou A qui peut être tout à fait formidable ou pas tout à fait formidable dans une structure, mais de dire on va progresser. Et moi, dans mon syndicat d'employeurs, eh bien, je décide de me lancer dans l'opération, d'accompagner cette mutation, et j'en profite pour remercier Exopé d'avoir invité l'UDES à témoigner sur cet appel des employeurs engagés, parce qu'une des clés, une des conditions de la réussite, c'est justement que cette dynamique soit répercutée sur l'ensemble des entreprises de l'UDES, mais aussi plus largement l'ensemble des entreprises de l'ESS. Nul n'est propriétaire de ces bonnes idées. Et l'idée, c'est qu'on essaime autour de ces questions. Et j'en ai profité quand j'ai été invité, on parlait de Jérôme Sadier tout à l'heure et de ESS France, j'en ai profité au dernier congrès de pouvoir justement en parler et faire écho à cette initiative qui est mesurable. C'est-à-dire qu'il y a des critères qui sont définis et c'est mesurable tous les 2 ans pour voir la progression, donc en s'auto-questionnant, mais aussi à partir d'une enquête qui sera délivrée par l'UDES.
Alors c'est intéressant, on y voit deux dynamiques, hein. À la fois la réponse à l'appel de Benoît Hamon au fait de communiquer, et comme vous le dites, Hugues, la bonne nouvelle, c'est que l'économie en général, y compris les entreprises capitalistiques, CAC 40, questionnent et s'intéressent à ces questions. Maintenant, il faut exister dans le paysage, puisque c'est naturel chez vous et c'était une dynamique. Donc il y a cet élément de communication vis-à-vis de l'extérieur. Et puis, il y a l'élément d'introspection aussi pour toutes les structures. Finalement, ça renvoie au pacte initial. C'est peut-être, parce qu'on va le suivre dans le temps, un élément qui va concourir au fait que régulièrement, on s'interroge sur le fait est-ce qu'on va dans le bon sens, est-ce qu'on a bien intégré, est-ce qu'on progresse dans cette dynamique pour éviter la fameuse spirale qu'on décrivait tout à l'heure et cette émergence d'une oligarchie. Quelle horreur! C'est une bonne illustration aussi peut-être du rôle de l'UDES dans le paysage, non? Le rôle politique. Oui, je pense que le rôle de l'UDES, il est là. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une forme il y a une philosophie derrière. Hein. C'est autour justement de la citoyenneté, une conception d'entreprendre autrement, autour d'un projet collectif partagé, autour d'un emploi non délocalisable, autour également du fait qu'on est sur la non-lucrativité ou une lucrativité limitée. Et dans ce cadre-là, ces valeurs, elles inspirent aussi notre négociation sociale. Je rappelle que l'UDES a négocié plus de 10 accords, le dernier étant sur l'impact du numérique sur les situations de travail. J'en profite pour remercier c'est David Cluzot, qui est notre pilote et notre président de la commission sociale et qui négocie avec les organisations syndicales de salariés. Ça, c'est déjà très important pour nous parce que ces accords collectifs ensuite hybrident l'ensemble des branches, les 16 branches de l'UDES, et sont ensuite traduits, répercutés, déclinés dans des négociations branche par branche. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est d'accompagner, d'outiller, de donner à voir aux différents employeurs sur les territoires. On a vu le rôle d'Exopé sur ces différentes branches. Eh bien, au niveau de l'UDES, de la même manière, c'est de l'outillage. Donc là, on le voit sur les employeurs engagés. On le voit aussi sur l'accompagnement aux mutations écologiques et sur la QVT où on a fait un certain nombre d'éléments. On est très présent également dans les régions et c'est assez nouveau. Et je remercie ceux qui, dans la salle, au niveau de l'UDES, sont impliqués dans ce qu'on appelle les délégations régionales et nos ERDS, et les espaces régionaux de dialogue social, où on peut, avec les organisations syndicales, non pas négocier, mais travailler sur la qualité de vie au travail, sur la formation professionnelle, sur la question aussi du travail lui-même. En fait, tous les sujets peuvent être explorés. Et enfin, au niveau national, on a un rôle, par exemple aujourd'hui, dans le cadre du PLF. Benoît Hamon rappelait la question du crédit... de la nécessité d'avoir la possibilité de développer de l'innovation sociale et de regretter que nous ne l'ayons pas. Ça fait partie là d'un des éléments du plaidoyer de l'UDES aujourd'hui dans le cadre du PLF, comme également les volontaires territoriaux solidaires, comme le fait que, et ça c'est ce qu'on s'en est ému largement dans la presse et auprès des pouvoirs publics, mais le fait que les impôts de production diminuent pour l'ensemble du monde capitaliste et pour les autres entreprises, et rien pour l'économie sociale au regard par exemple de la taxe sur les salaires. C'est quand même 7 milliards qui vont diminuer pour les autres entreprises, et donc il est tout à fait inéquitable de ne pas traiter de la même manière le monde de l'économie sociale. Donc ça, c'est notre rôle. Et puis c'est notre rôle aujourd'hui de rencontrer l'ensemble des responsables des pouvoirs publics. Benoît Hamon parlait de Madame Schiappa, donc l'UDES est présente au Conseil supérieur de l'économie sociale. C'est aussi un lieu pour faire passer notre plaidoyer et montrer que les employeurs de l'économie sociale et que notre écosystème, d'une façon large, doit être soutenu si on veut, et d'une, passer à l'échelle, c'est ce qu'on entend déjà depuis plusieurs années, et de deux, je dirais, conforter la direction que nous voulons prendre, notamment à travers l'appel des employeurs engagés. Pardon. Soutenu et entendu. Ouais. Est-ce que non Oui, c'était bon. Pardon. Soutenu et entendu pour corriger. Merci. Pour corriger tous les trous dans la raquette qu'on évoque depuis ce matin. L'exemple
de la fiscalité des impôts de production est un bon exemple. Sinon, c'est facteur de distorsion de concurrence quand on est en appel d'offres ou en concurrence directe avec d'autres acteurs. Rémi Lourdel, je me tourne vers vous. Alors, c'est intéressant dans ce qu'on vient d'entendre avec Hugues Widor, notamment l'importance d'associer les salariés, de prendre en compte leur vie et l'articulation vie personnelle, vie privée, finalement, dans leur fonctionnement, qui est une espèce de retour aux fondamentaux pour le SS, pour l'éducation populaire, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, alors déjà, je pense qu'il faut souligner, là on parle de citoyenneté économique, rien qu'en termes de citoyenneté, c'est pas toujours courant d'avoir des représentants syndicaux qui interviennent dans les congrès des organisations patronales, donc je trouve que c'est déjà un signe de citoyenneté. C'est une bonne idée, je pense. Je connais d'autres organisations patronales où c'est uniquement le ministre qui les intéresse, c'est pas un débat. Ça peut inspirer peut-être, on sait jamais. Après, alors, David, tu as pris le risque d'inviter un syndicaliste, et donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis assez taquin. Je suis très déçu que Benoît Hamon soit pas là, enfin soit déjà parti. Je suis très content qu'il y ait des travaux qui se refont autour d'une loi ESS. Par contre, j'espère qu'il dira à Marlène Schiappa de ne pas oublier les décrets d'application, parce que sa loi de 2014, nous, on a l'impression, en tout cas pour la CFDT, d'avoir une voiture sans moteur. Donc, c'était un petit peu compliqué. Par rapport au sujet. Alors déjà, je suis désolé, j'ai été prévenu hier à 18h30 que j'intervenais aujourd'hui. J'ai eu le temps quand même de lire quelques écrits. Simon, j'ai vu que tu avais écrit que les salariés de l'économie sociale et solidaire, alors tu l'as écrit en 2020, acceptaient en fait de gagner moins que dans un secteur capitalistique parce qu'ils donnaient un sens, une utilité sociale à leur travail. Alors malheureusement, il y a un contexte Covid qui est passé par là. On a des salariés qui ont été mis en activité partielle pour beaucoup, même pour la quasi-intégralité, des salariés qui ont été réquisitionnés aussi, je pense aux salariés du périscolaire pour garder les enfants des soignants, qui n'ont pas été reconnus à ce moment-là, qui n'ont pas été du tout considérés comme travailleurs essentiels, et c'est vrai qu'il y a eu une sorte de désaveu des pouvoirs publics par rapport aux salariés de nos secteurs, et ça s'en ressent en fait sur le moral des salariés, sur leur volonté de continuer à s'investir, à travailler dans l'économie sociale et solidaire. Alors on a des phénomènes comme ce qu'on voit aux États-Unis mais qui se développent en France, où il faut faire vraiment, on fait le moins possible que ce qu'on peut faire. Enfin, on fait juste assez pour de pas être licencié, mais on se donne pas dans son entreprise. Mais donc il faut redonner un sens au travail des salariés, notamment dans l'économie sociale et solidaire. Il faut leur redonner envie de il faut vraiment donner aux salariés envie de s'associer au projet de la structure. Alors comment on va le faire ? Dans les petites structures, alors il y a la loi qui s'applique, mais qui n'est pas forcément en pratique sur le terrain, c'est pas forcément fait. J'en parlais avec Francis, qui est intervenu sur un atelier. Les textes prévoient par exemple dans un centre de loisirs que le projet éducatif doit se faire en collaboration avec les salariés. Enfin, après avoir discuté avec les animateurs, on se rend compte en fait sur le terrain qu'il y a beaucoup de directeurs qui font leur projet éducatif sans consultation de leurs animateurs, et les animateurs ensuite le subissent du coup ce projet associatif au lieu de le vivre. Donc déjà c'est appliquer la loi et puis remettre vraiment les salariés au centre des questions sociales et aussi au sens du projet de la structure. Après, dans les plus grosses structures, nous on le revendique dans le domaine capitalistique. Alors bien sûr, nous on va vous le demander aussi dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, d'autant plus c'est de faire entrer des représentants des salariés dans les conseils d'administration. Parce que c'est pas la même chose en fait d'avoir un employeur qui donne son impression sur le ressenti des salariés, qui donne, là tout à l'heure Simon l'a cité avec Henri qui disait les questions sociales, l'organisation du travail, c'est 5 minutes à la fin du conseil d'administration, il y a déjà la moitié des personnes qui sont parties. C'est aussi responsabiliser un conseil d'administration. Parce que nous on a des salariés, alors dans des grosses structures d'économie sociale et solidaire, qui avaient des problèmes avec leur directeur, qui ont été tractés à la sortie du conseil d'administration avec des administrateurs qui leur ont dit mais c'est pas nous, c'est le directeur. Alors il faut faire rentrer les salariés dans les conseils d'administration, c'est aussi responsabiliser le conseil d'administration en tant qu'employeur. Oui, sujet intéressant. Alors on se dit les choses, on est entre nous. Ces questions-là, elles ne questionnent pas la dynamique initiale, la volonté, l'honnêteté de l'engagement initial. Toutes les structures ont cette difficulté d'abord de prendre conscience qu'on est devenu employeur, qu'on est entreprise en statut associatif ou pas,
Quand vous êtes organisation syndicale, vous avez les mêmes sujets dans votre propre vie interne? Oui, bien sûr. Et on est là. La CFDT, c'est notre. On donne ADN. de leçons à personne, voilà. Non, bien sûr. Et après, on est conscient de certaines économies. Après, il y a pas mal de choses qui ont été dites à l'instant par Hugues Vidor et qu'on partage carrément. La partie formation des bénévoles. C'est quelque chose en fait sur lequel on travaille dans les branches professionnelles. On a mis en place vous en tant qu'employeur, vous cotisez justement, vous abondez sur des fonds de la formation pour les formations des dirigeants bénévoles sur leur fonction de dirigeant. Et ça permet aussi de fluidifier, de simplifier, d'éviter les conflits dans les structures. Nous, moi, en tant que responsable syndical, je suis le premier à dire à des employeurs, mais vous avez un problème, mais adhérez à l'organisation patronale. Si vous adhérez à l'organisation patronale, vous sécurisez vos relations de travail, vous évitez des prud'hommes, et vous sécurisez du coup, in fine, la situation des salariés. Et au lieu d'appeler le cabinet d'avocats quand vous avez une incertitude ou une question, vous appelez l'équipe de Marc et vous avez Marc et une dizaine de personnes. 22 000 réponses dans l'année. Voilà. Oui. Moi, je vais peut-être juste réagir là-dessus parce que c'est vrai que si on prend l'épisode crise Covid dont on a parlé tout à l'heure, s'il n'y avait pas eu les syndicats d'employeurs, juste pas possible. C'est-à-dire que, si je prends la branche dont je suis issu, il y avait 4 circulaires par semaine. Et donc, si vous n'avez pas une équipe qui est là pour la décrypter, pour la vulgariser, voire pour la contester, parce que certaines fois, c'était d'ailleurs mal dit ou mal formulé, ou il y avait des trous dans la raquette, ça ne marche pas. Donc, vraiment, les plaidoyers très forts sur les syndicats d'employeurs, et surtout sur le fait, quel que soit le syndicat d'employeurs, ce n'est pas la question, et les organisations syndicales d'ailleurs aussi, parce que rester seul dans une structure aujourd'hui, compte tenu de la réglementation, compte tenu des questions de relations économiques et autres, c'est juste pas possible. C'est-à-dire que c'est la seule façon de ne pas pérenniser son entreprise. Et on l'a vu depuis ce matin, ça jouait à 2 niveaux. Donc alerter les pouvoirs publics sur les trous dans la raquette, les oubliés, les dispositifs qu'on imagine, qu'ont imaginé les pouvoirs publics, permettre leur déclinaison, leur bonne appropriation par les acteurs. Et puis plus fondamentalement, ce qui vous caractérise et ces organisations de l'ESS, le collectif, et bien finalement à l'échelon suivant de fonctionner entre organisations en collectif. Ça n'est que la réplication d'une dynamique d'avancer ensemble, de co-construire, et le risque ultime étant la perte de ce collectif dans les organisations, mais aussi en externe. Mais du coup, David, j'ai bien entendu Vidor tout à l'heure qui parlait notamment de négocier des accords sur les proches aidants. Donc, je te préviens, dans l'animation, dans le sport, on va bientôt en discuter, parce que c'est une vraie volonté de ma fédération de travailler sur le sujet. Et puis nous, après, ce qu'on attend des employeurs de l'ESS, c'est l'innovation sociale, et on est là pour la co-construire cette innovation sociale. Alors, tu as cité tout à l'heure Laurent Berger, donc moi je vais me permettre de citer Alain Cordès qui avait dit en 2012 que les entreprises de l'économie sociale et solidaire ne sont pas des entreprises comme les autres, mais comme les autres, elles sont des entreprises. Vous êtes des employeurs comme les autres, mais nous, ce qu'on vous demande, c'est de faire différemment. Alors après, on est dans l'ESS, on n'est pas voué à faire des bénéfices. Par contre, avoir des comptes positifs, c'est toujours... ça reste une volonté. Après, il faut voir comment on le redistribue. Alors, c'est pas forcément qu'en salaire, mais c'est, comme l'a dit tout à l'heure Benoît Hamon, par exemple, sur la semaine de 4 jours, on ne peut pas le mettre tout le temps en place, mais ça fait partie de l'attractivité. Le congé menstruel, ça fait partie de l'attractivité. Ce qu'on évoque depuis ce matin, alors l'équation est compliquée, mais il y a un enjeu d'attractivité en concurrence avec les autres secteurs, et il y a des leviers. Je ne sais pas si ça sera sur le traitement des proches aidants. David ? Non, mais alors, j'ai été interpellé et je suis bavard. Rémi le sait, Hugues le sait aussi, donc il n'y a pas de sujet. Quand on était à l'UDES et quand on a commencé à travailler sur la question de l'appel des employeurs engagés, que j'ai eu le plaisir de pouvoir piloter, la question elle a été celle-ci, véritablement, c'est de se dire,
Nous affirmons que nous sommes des employeurs différents. Comment on va se mettre au diapason de ce que nous affirmons? C'est vraiment le sujet des employeurs engagés. Après, on va le décliner évidemment différemment selon les branches dans lesquelles nous sommes. Le contexte de travail n'y est pas le même. C'est-à-dire qu'exercer un métier dans l'aide à domicile, pour prendre les branches d'Hugues, dans la petite enfance, dans l'animation, dans le sport ou dans la mutualité, qui est une branche de l'ESS, évidemment, c'est pas la même chose. Donc on ne peut pas avoir de réponse unanime. Quand on est au niveau de l'UDES, on donne une intention, et la grande force de l'appel des employeurs engagés, c'est que c'est pas simplement l'UDES qui s'est engagé, mais chaque syndicat en tant que tel qui a signé. Hugues l'a dit. Ça, c'est la force. Après, oui, on a cette responsabilité de devoir le décliner à un moment ou à un autre dans nos branches. La question de la citoyenneté économique, puisque c'est le sujet, effectivement, tu as raison Rémi, elle commence dans les négociations. Alors, tu évoquais au niveau de l'entreprise, mais elle va bien évidemment commencer au niveau des branches. Et au niveau des branches, d'être capable de poser des sujets qui sont des sujets auxquels on n'a pas obligatoirement envie de s'attaquer, parce que c'est des sujets complexes, parce que c'est des sujets qui vont obliger les employeurs à faire des concessions. En revanche, c'est tout à fait essentiel, parce que si on n'a pas cette capacité à pouvoir le faire, la promesse que nous faisons en tant qu'employeur de l'ESS, on ne la tiendra pas, on ne le fera pas. Donc on est prêt à tout négocier. En fait, c'est aussi ça, c'est se dire, on met sur la table une négociation, ça ne veut pas dire qu'on va la conclure dans le sens de celui qui a posé la négociation sur la table. Ça oblige à discuter, à négocier, à faire du consensus et à être en capacité de s'écouter. Pas toujours simple. Et c'est pas que des organisations syndicales de salariés que je vis dans ce cas-là, certaines, oui, d'autres pas, mais aussi du côté des employeurs, parce qu'il faut qu'on s'ouvre un tout petit peu les chakras. Et sur la question de la citoyenneté économique, nous, j'en discutais avec Pascal à mes côtés, la question, on vient tout de suite quand on négocie sur la question salariale. Il va falloir qu'on ne va pas clore le sujet, bien évidemment, c'est pas ce que je veux dire, mais admettre qu'à un moment donné, oui, il faut traiter la question des salaires. On va la traiter parce que de toute façon, autrement, on n'avancera pas sur le reste. Et ensuite, aborder un certain nombre d'autres sujets qui sont connexes, parce que l'attractivité, c'est exactement ce que tu viens de citer. La question du congé menstruel, tel que l'évoque Benoît, j'en ai parlé avec lui. Dans une petite boîte, ça marche. Je lui dis, mais Benoît, comment tu fais pour justifier que quelqu'un dépose le congé menstruel? Bon, moi, je suis une petite entreprise, voilà, elle pose, puis voilà, point barre, et on gère de cette manière-là. Sauf quand on négocie au niveau d'une branche, on sait très bien tous ensemble que ça ne va pas se passer de cette manière-là et aussi simple. On va se dire, mais comment on le vérifie, comment on le met, etc. Non mais, excusez-moi, c'est quand même le sujet. C'est quand même le sujet. Voilà. Je savais que j'allais tout de suite rentrer dans quelque chose de tout à fait... voilà. Ouais. Non mais... Vous voyez bien que ce sujet n'est pas si simple à aborder. Excusez-moi si je veux dire. Voilà. Et donc tout ça est complexe. Donc je pense que la première des choses, si on veut travailler tout ça, c'est de se dire il n'y a pas de mauvais sujet à négocier. En tout cas, il ne faut pas refuser de discuter sur quel que soit un sujet, qui que ce soit veuille bien l'apporter. On doit se former, on doit s'améliorer dans la connaissance de ce que sont les conditions d'emploi. Enfin, on a déjà beaucoup échangé avec Simon, et surtout arriver à se dire qu'il y a les sujets périphériques, c'est la protection du salarié, c'est la prévoyance, c'est l'articulation dans les temps de vie, c'est effectivement la semaine de 4 jours, c'est l'ensemble de ces choses-là, on peut les poser, on posera celui des proches aidants, on posera celui de l'accueil des personnes en situation de handicap, on fera tout ça, c'est bien évident. La première manière d'être citoyen, c'est de s'écouter. Merci David, et David qui n'a pas peur d'aborder les sujets non consensuels. Hein. Hugues, et puis après je ferai réagir Simon. Oui, juste un petit complément. Donc on s'écoute, et on s'écoute bien avec David et souvent. Et donc c'est ça aussi l'intérêt de l'UDES, c'est qu'on le vit avec nos différences aussi. Et d'ailleurs, on n'est pas forcément d'accord tout le temps. Et donc ça fait émerger aussi des consensus. Moi, je voulais juste souligner un point particulier qui est assez singulier dans l'approche de l'UDES par rapport à la relation avec les organisations syndicales. C'est la création, d'il y a maintenant plus de 20 ans, du groupe de dialogue social, qui n'est pas un groupe de négociation, mais qui est un groupe de concertation, et qui marche bien, puisque ça permet de faire une sorte de diagnostic partagé avec les organisations syndicales avant d'aller sur un projet de négociation. Et c'est comme ça que ça réussit, parce qu'on s'est mis d'accord, on a identifié les sujets, et c'est comme ça que ça marche. Au passage, je vous renvoie, cette expérience du GDS est quand même très intéressante, parce que regardez ce qui se passe à l'échelle interpro, finalement on est en train de redécouvrir ça. Et pour déboucher ou pas sur des négociations derrière. Mais là aussi, vous avez été un laboratoire. Une réaction, Simon, au regard des dérives, des risques des organisations que nous décrivions, ce que vous entendez là?
Alors du coup, moi, ça me donne envie de réagir sur tout ce que disait David et Rémi. Mais je vais faire un peu mon syndicaliste de service finalement. C'est bien aussi. Ouais. Vous êtes deux alors maintenant. De toute façon, ici, il n'y a que des syndicalistes. Ah ouais. Mais du coup, il y a eu des études qui ont été faites sur les coopératives, les coopératives de production, voilà, où les salariés sont propriétaires de leur entreprise. Et les chercheurs se questionnaient, mais pourquoi les salariés ne participent pas à la démocratie? Pourquoi ils ne s'investissent pas, quoi? Parce qu'en fait, derrière ça, ce qu'ils posent comme question, c'est à quelles conditions, en fait, on peut être citoyen dans l'entreprise. Et leur première conclusion, c'est que y a un premier niveau qui est nécessaire d'atteindre. Et ce premier niveau, en fait, c'est qu'il faut que les salaires soient suffisants et que les conditions de travail soient correctes. En fait, c'est la base. C'est-à-dire que ce qu'attendent les salariés d'une entreprise, c'est déjà de pouvoir vivre de leur boulot et de pouvoir faire leur boulot sans que ça leur fasse mal. Mais en fait, dire ça, c'est tout bête, mais disons que c'est quand même la priorité. Le deuxième niveau, c'est qu'une fois que ça, c'est acquis, en fait, on n'est pas sûr en fait, que les salariés aient envie de s'investir comme citoyens, voilà, décider et tout. Non, il y a une deuxième chose qui est importante, et c'est qu'ils aient de la reconnaissance dans leur boulot. Encore une fois, rien de révolutionnaire là-dedans, mais c'est que de la reconnaissance de la part de leur direction et de leur pairs. Et c'est qu'une fois que toutes ces conditions-là sont réunies, qu'on peut demander aux salariés, et qui eux-mêmes ont envie, de s'investir dans le projet, de décider plus largement d'autres choses, quoi. Voilà, donc c'était juste ça que je voulais rappeler, c'est pour ça que je suis mon syndicaliste, qu'il y a des conditions un peu objectives à avoir avant de parler de démocratie dans l'entreprise, quoi. Donc il y a des prérequis à l'aspiration démocratique. Non, mais c'est intéressant. Rémi. Alors, vous allez valider, évidemment, mais on a bien entendu David. Hein. C'est-à-dire, quand il évoque égalité organisation patronale, de dire, je sais bien, on va aborder ces sujets-là, parce que de toute façon, on ne pourra pas avancer sur le reste. C'est la prise de conscience de ce que vient de décrire Simon. Oui, enfin... franchement, on ne peut être que d'accord. Je veux dire, la rémunération, et d'autant plus aujourd'hui, dans quelques branches qui sont totalement immergées par le SMIC. Enfin, franchement, dire autre chose, c'est compliqué. On est à plus de 5,9. Donc, le fait est que si on n'augmente pas les rémunérations les plus basses, enfin le SMIC plus exactement, et la valeur du point par branche, on a un vrai sujet. Donc... alors là-dessus, on a pris des positions, on a rencontré le ministère. Alors je dirais qu'il y a deux choses. Hein. Il y a le travail qui se joue au niveau des branches professionnelles, puisque ça, on est dans des écosystèmes avec des financements qui sont très très différents. Donc on ne peut pas dire tout d'un coup, ça doit se passer comme ça. C'est ce que disait un petit peu Fatima Belhadji tout à l'heure. Donc il faut regarder ce qui se passe dans chaque branche et comment est-ce que c'est financé. Et puis d'un point de vue général, on a indiqué qu'on avait un vrai sujet sur l'ESS, c'est-à-dire que les marges sur le prix sont un peu difficiles. Et donc il fallait mettre le paquet auprès d'un certain nombre de collectivités territoriales, auprès de l'ensemble de ceux qui financent et qui sont partenaires, pour leur dire il faut prendre en compte l'inflation et il faut que vous puissiez aussi doter convenablement les entreprises de l'ESS, parce qu'elles jouent un rôle majeur dans le paysage public, dans la cohésion sociale, dans le vivre ensemble. Et c'est ce qu'on porte aussi dans le cadre du CNR, en expliquant que, oui, c'est très bien tout ça, mais tout le monde parle de l'ESS, tout le monde parle de transition écologique et sociale, mais si les entreprises ne sont pas reconnues telles qu'elles devraient l'être, ça pose un petit problème, alors qu'à côté, on diminue les impôts de production pour les entreprises qui ne sont pas de l'ESS. Enfin, franchement, il y a un petit souci. Donc là, voilà, on est... dans une forme de mobilisation sur ce sujet, de façon un peu agressive, en disant, c'est ce que disait Benoît Hamon, il faut occuper le terrain, donc il faut expliquer pourquoi on a ces difficultés particulières aujourd'hui. Je rejoins ce que disait David aussi en termes de responsabilité. Je vais prendre pour ma branche en particulier, même si ça fait plus de 10 ans dans la branche de l'aide et du soin à domicile qu'on s'est battu, on s'est peut-être pas battu suffisamment pour la rémunération des salaires. C'est possible, donc il faut être capable de l'admettre. Bon, on a réussi un joli coup, le 15%, sauf qu'il s'est déjà rattrapé. Donc bon, mais ça ne veut pas dire que la mobilisation de ce point de vue-là, elle s'arrête. Exemple, là, on a reproposé, ça a été d'ailleurs signé, je le dis pas parce que la CFDT est présente, mais je le dis quand même, ça a été signé par la CFDT. On attend les signatures des
des autres sur une augmentation de 6% pour venir compenser l'inflation et mettre la valeur du point à niveau dans la branche, je prends un exemple précis, la branche de l'aide et du soin à domicile. Voilà. Donc il y a à la fois un discours général sur la question de spécificité de l'économie sociale, et ensuite, branche par branche, comment est-ce que ça s'articule et comment on se bat. Bon, ça nous renvoie à l'appel des employeurs engagés, hein, c'est d'être cohérent derrière entre ce qu'on raconte, la mise en œuvre dans une zone de contrainte importante. On passe la parole à la salle. Questions, interrogations? Non mais David fait tout. Oh non mais je connais ta volonté de partage. Alors non, oui. C'est l'envie de se retrouver après, de naviguer ensemble de nuit dans Paris, ce qui est plutôt pas mal. Peut-être, sinon, on fait un mot de conclusion sur ce que pourraient être les moyens d'accompagner, d'aider l'éducation populaire et les structures à réaffirmer quelles seraient les conditions, cette citoyenneté, à consolider cette volonté de fonctionnement démocratique. Comment est-ce qu'on peut mieux accompagner les structures ? Ah, quand même. Non, parce que tu as eu peur de ne pas... Non, pas du tout, mais je trouve qu'on parlait de s'écouter, il y a l'UNSA qui prend la parole maintenant. Oui, bonjour. Je vous laisse vous présenter. Patrice Weisselmer de l'UNSA. En fait, j'ai envie de rebondir à la fois sur une intervention de Benoît Hamon en introduction, et ce qui s'est joué en atelier. Ce qui se dit là, c'est que nous disposons de compétences propres à nos secteurs professionnels sur les questions d'intelligence collective. Et à la fois, il y a peut-être un vrai enjeu pour nous à être acteurs de transformation sociale pour que l'économie sociale et solidaire, qui dans sa pratique, qui dans sa culture, qui dans ses compétences, développe une forme de citoyenneté économique, alors qui reste à définir plus précisément, mais on voit bien que sur les questions de démocratie, sur les questions d'intelligence collective, on dispose de ces compétences-là, qu'il y a un vrai enjeu de transformation sociale du reste de l'économie autour de ces valeurs, autour de ces pratiques, et qu'en même temps, en parallèle, peut-être que c'est aussi une manière de valoriser nos compétences pour aller les vendre dans le cadre de formation, que nous pourrions aller mettre en place dans l'économie. Donc là, il y a peut-être quelque chose à aller creuser, à aller développer, qui pourrait à la fois nous permettre de valoriser ce que nous faisons, de monnayer ce que nous faisons, et de participer à la transformation sociale par la démocratie dans l'économie. De quelle façon on peut irriguer, contaminer positivement l'économie ? Alors, il y a les organismes de formation, bien sûr, hein, et puis il y a aussi tout le monde universitaire et tous ceux qui interviennent dans ce cadre-là. On observe d'ailleurs de ce point de vue qu'il y a une revitalisation aujourd'hui d'un réseau intéressant qui s'appelle le réseau interuniversitaire de l'économie sociale et solidaire, qui a été qui a été dynamisé par Timothée Duverger, et donc qui permet de partager entre les universitaires un certain nombre d'approches sur l'économie sociale et d'irriguer un certain nombre de masters, des écoles ou autres. Et on voit de plus en plus ces écoles se développer. D'ailleurs, on initie au niveau de l'UDES des partenariats. Alors avec Sciences Po Bordeaux, il y en a d'autres avec la faculté de Grenoble, peut-être avec le CNAM, bref, pour que justement ça fasse école et qu'on puisse développer cette culture. Après, il y a aussi tout le lien avec l'école, justement, où là, il y a un gros boulot. Il y en a qui le font. Je vais citer l'ESPER, hein, qui est un organisme proche de la Mutualité française, mais dans le monde de l'éducation populaire, il y a aussi beaucoup d'initiatives, mais là, je laisse David sans doute en parler. L'ESPER, c'est ensemble, c'est l'ESS pour l'école de la République. Donc c'est constitué en fait des mouvements d'éducation populaire qui l'ont fondé, la Ligue, les Francas, etc., les mutualités. Je crois qu'il y a même des syndicats qui peuvent être à l'ESPER, l'UNSA notamment. Je dis ça de mémoire. La question de la formation, à un moment, elle va être centrale. C'est là que je rejoins Patrice.
et c'est la question des prérequis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on pourra mettre en œuvre tous les projets possibles ou imaginables. L'Arsène, c'est terrible. Mais si tu es au centre, tout va bien. Non. Non, mais on pourra mettre en place tous les projets possibles et imaginables si on ne travaille pas sur cette question. Cette question moi, je retiens véritablement. Je préfère la gauche, ça, on peut rien y faire. Enfin, oui, parce que je suis à gauche. En fait, vous me voyez à droite, mais je suis à gauche. Hein. On est bien d'accord. Juste pour... je retiens ce qu'a dit Rémi tout à l'heure. C'est-à-dire que si on veut véritablement progresser, quel que soit le sujet de la citoyenneté économique, c'est celui de la prise de conscience dans les conseils d'administration de nos associations et les conseils d'administration des grands réseaux, par ailleurs. Je ne sais pas trop... Enfin, comment est abordé dans les grands réseaux que moi je connais, j'en connais un en particulier qui s'appelle, il n'y a plus personne de la Ligue, là. Si, sûrement, mais la Ligue de l'enseignement, j'étais au conseil d'administration national, la question employeur est une question jamais abordée. Jamais abordé, quasiment jamais abordé, c'est la direction générale. Et ça, effectivement, j'en parle tranquillement, j'en ai fait partie, j'ai été tellement longtemps dans ce CA que j'ai pas de sujet. Et ça, c'est une vraie difficulté. Donc le prérequis, il n'est pas simplement, il est de former les bénévoles à devenir employeurs. Enfin, c'est dans les échanges qu'on a pu avec Simon, je l'ai dit, je le redis très tranquillement, quand on rentre en association, on ne rentre pas pour être employeur, c'est pas un sujet. Donc on est là pour conduire un projet, on est là pour participer à l'insertion des jeunes par le logement, on est là pour avoir un projet culturel dans un bel établissement comme celui-ci, on est là pour travailler sur... Mais on n'est pas là pour être employeur quand on est président, administrateur. Je suis là vraiment pour faire autre chose. C'est pas naturel d'être employeur. C'est absolument pas naturel. Et c'est pas parce que par ailleurs on a été militant dans sa vie, syndical, parce qu'on a beaucoup de militants syndicaux dans le secteur associatif, que pour autant on va être un bon employeur. Donc la question de la formation, elle se pose déjà à ce niveau-là. Effectivement, je partage beaucoup cette question des prérequis. Et c'est un prérequis qu'on doit avoir en commun. C'est-à-dire non seulement les employeurs, mais aussi les salariés. Donc non seulement les organisations professionnelles, mais aussi les organisations syndicales de salariés. Il faut qu'on apprenne à mieux parler le même langage. Ce qui ne veut pas dire que par ailleurs on ne sera pas en opposition, qu'on ne sera pas toujours d'accord. Mais par contre, si on parle des mêmes choses, on avancera déjà nettement plus. Enfin, c'est une vraie conviction. Et ça, si ce n'est pas une démarche d'éducation populaire, franchement, je ne sais pas ce que c'est. Merci mon cher David. Question, premier rang. C'est pas une question. Stéphane Gros-Claude, Musique en territoire. Au-delà des élus dans les conseils d'administration, il y a aussi la question de la valeur de l'ESS et de l'éducation populaire pour les publics, les bénéficiaires, les usagers. En particulier dans notre secteur, pardon de revenir là-dessus toujours, mais les pratiques artistiques, les enseignements artistiques, on ne vient pas faire de l'ESS ni de l'éducation populaire d'abord. On vient faire de la musique. Et tous ces publics-là, on a du mal à les traîner, à leur faire comprendre que nous ne sommes pas dans le spectacle vivant, nous ne sommes pas dans le social aussi, nous sommes bien dans l'économie sociale et solidaire, dans une démarche d'éducation populaire. Et c'est quoi pour eux? C'est compliqué de le faire passer ce message-là. Non mais juste, c'est vrai, ça fait écho par rapport à ce qu'on disait ce matin. C'est la question de dire, on doit admettre, faire comprendre, de dire que une association, on porte un projet artistique, culturel, social, tout ce genre de formation, etc. Mais on a un acteur économique. Si on a un acteur économique, quelque part, il y a de la contrainte économique, il y a de la contrainte d'emploi. Effectivement, on ne le dit pas. C'est pas le sujet. C'est quelque chose qu'on communique assez peu, ce qui peut parfois rendre difficile aussi nos rapports au salariat, nos rapports même plus simplement à l'économie, ou nos rapports à la valeur. Et j'arrête de parler. Je crois qu'on arrive aux fins de notre table ronde et le timing prévu était celui que nous respectons, ce qui est déjà remarquable. Il y a une question. Oh, pardon. Le monsieur. Oh, mais je vais. Oui. Le temps que j'arrive, on va penser à nos amis qui nous suivent à distance. Merci. Donc, c'est une question sur Jean-Baptiste des CMA. C'est la question de la démocratie. Il ne faut pas oublier également les militants. Et donc, du coup, de la difficulté en tant que dirigeant associatif de permettre une démocratie vis-à-vis des salariés d'une association, vis-à-vis des élus d'une association, et également vis-à-vis des militants de l'association. Et à l'Assemblée générale au milieu, et donc comment est-ce qu'on articule tous ces éléments-là? Et donc du coup, c'est comment est-ce qu'on arrive à accompagner des structures à faire vivre cette démocratie à tous les échelons. Parce que de temps en temps, si on écoute les salariés, on a certaines choses, si on écoute
les militants, il y a autre chose. Il faut qu'on arrive à travailler cette question-là. De plus, sur la question de former un conseil d'administration, sur la question de la démocratie, sur la question de la fonction employeur, c'est pas simple. Notamment quand il y a des personnes qui rentrent dans une logique, je vais le dire de cette manière-là, pour soutenir des salariés, comme si les salariés pouvaient être en difficulté à d'autres moments. Ça peut arriver dans certaines associations. Mais il y a également la question de la délégation de pouvoir que donne un conseil d'administration, un président ou une présidente à son directeur. Et donc, du coup, là, ça rentre aussi en contradiction. Donc, on voit bien que faire vivre la question de la citoyenneté économique dans les associations, c'est bien plus complexe que dans une entreprise plus classique. Et il faut penser à tous les échelons pour pouvoir fonctionner. Sinon, j'ai été sensible à ce que nous a dit Benoît tout à l'heure sur la question du CIR. J'aurais aimé que ça puisse apparaître dans la loi dès 2014, mais peut-être que ça apparaîtra dans la prochaine. Merci, c'est bien noté. Y a-t-il d'autres questions? Il n'est pas question que vous partiez avec la moindre frustration. Non, ouais, absolument, tu as raison. Alors, je pense qu'on peut remercier et applaudir nos intervenants, Hugues Widor, Rémi Lourdel, Simon Cotin-Marx. Merci à eux. Merci à vous.